Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur la thématique de la sous-traitance, notamment pour les organismes de formation qui ont des actions de formation éligibles au CPF. Avant de démarrer ce webinaire, je vous pose une première question pour m'assurer que la qualité du son et de l'image est bonne. Je vous invite à y répondre directement depuis le canal chat que vous êtes déjà en train d'utiliser pour nous souhaiter le bonjour. Alors, nickel pour Johan, tout est OK. Parfait pour Frédéric. OK pour Wassila. Merci pour vos retours. Donc, c'est bon signe. On va pouvoir passer à la suite avec notamment la présentation des 4 gestes succès pour assurer un webinaire réussi. Pour les participants habitués de nos événements, donc, vous ne les découvrirez pas pour la première fois. Je les rappelle surtout pour les nouvelles personnes qu'on accueille aujourd'hui. Donc, 4 gestes qui vont favoriser votre compréhension et votre confort tout au long de l'événement. Le premier, merci de couper votre téléphone, en tout cas à minima de mettre votre silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries, les notifications. Deuxième geste, utilisez l'outil chat. Vous êtes déjà en train de le faire pour interagir entre vous, nous souhaiter le bonjour. Donc cet espace, c'est à favoriser pour l'interaction. Et 3e geste qui rejoint donc le deuxième onglet à votre disposition, c'est l'espace questions, donc à utiliser dès que vous avez une interrogation par rapport à la thématique du jour. Et enfin, quatrième et dernier geste, la compréhension qui passe par votre concentration donc sur l'intervention des intervenants et aussi la lecture du support de présentation. Alors, je suis présent aujourd'hui avec François et Jacques Abécassis. François, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis le président du CPF et également depuis le 1er septembre le président d'ActiveCert. Je me consacre depuis plus de 20 ans à la qualité de la formation et je suis très heureux d'échanger avec vous sur le thème de la sous-traitance. Et je passe la parole à Jacques qui va Merci, se présenter. merci François. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jacques Abécassis, je dirige Lucide Conseil et Formation depuis une trentaine d'années et je m'occupe principalement de tous ces sujets, dont ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui. J'ai un compte sur LinkedIn, si ça vous intéresse, allez voir. Je ne veux pas prendre plus de temps pour me présenter. Je suis ravi. Merci pour l'invitation, François et Thomas. Merci de ta présence, Jacques. Et donc, pour ma part, je suis Thomas Talby, responsable marketing et communication chez CPF depuis maintenant 4 ans. Donc, j'ai une maîtrise dans l'écosystème de la formation professionnelle de par l'animation de ces événements, que ce soit physiques ou digitaux, et la relation que je peux avoir avec nos certifiés, donc l'échange, la compréhension de votre activité pour répondre à vos enjeux. Alors, l'objectif de cet événement est de traiter le sujet de la sous-traitance en formation professionnelle, notamment sur les financements CPF. Présentation en 5 points. Première partie dédiée à la présentation de ICPF. Deuxième partie sur les obligations qui existent aujourd'hui en tant que sous-traitant du point de vue du donneur d'ordre. Troisième point sur la régulation du marché, avec le décret qui a été paru fin 2023. Et quatrième temps, comment engager ces formateurs sous-traitants dans cette dynamique qualité. Et on prendra le reste du temps, donc à la fin de la présentation, s'il reste des questions, pour traiter les interrogations qui n'auraient pas pu être répondues. Donc, on va démarrer la présentation avec la première partie. Donc, François, je te laisse la parole. Où en sommes-nous aujourd'hui à ICPF? Alors, ICPF est actif depuis 30 ans. Au départ, on était spécialisé sur la certification des formateurs personnes physiques. On a aujourd'hui 1200, environ 1200 certifiés personnes physiques, mais depuis 2019, on a pris le virage Calliope pour continuer à accompagner nos clients dans la certification et dans surtout l'accès au financement public. Donc, on est devenu le leader sur Calliope avec
environ presque 7000 certifiés avec ICPF et ActiveCert. Alors pourquoi, qu'est-ce qui fait notre succès? Premier succès, c'est qu'on ne fait que de la certification qualité en formation professionnelle et dans le domaine du conseil. Nous ne sommes pas des généralistes, nous sommes des spécialistes. Ensuite, on a une politique d'investissement sur les hommes et les femmes. Aujourd'hui, 50 salariés, dont 18 auditeurs, alors 21 avec ActiveCert, auditeurs salariés. Donc, on est un des rares certificateurs à avoir des auditeurs salariés. Et compte tenu du volume qu'on traite, 150 sous-traitants pour être présents dans les régions où nous ne le sommes pas, quand il n'y a pas suffisamment de clients pour justifier de la présence à temps plein d'un auditeur. Enfin, on a aussi investi dans le digital avec une plateforme qui est en amélioration continue, qui permet de faciliter vos démarches et qui nous permet d'avoir une qualité de service très élevée qu'on développe sans cesse. Alors, avant de passer sur la slide suivante qui va introduire le sujet de la sous-traitance, on va déjà fixer le contexte en démarche qualité. Aujourd'hui, quelles sont les marches disponibles pour se développer en formation, François? Alors, un chiffre, le nombre d'organismes de formation en France augmente sans cesse. On est à près de 150 000 organismes de formation. Donc, il n'y a pas et il n'y a jamais eu de diminution du nombre d'organismes de formation. Il y a des entrées dans la profession et des sorties, et le nombre d'entrées est tous les ans, depuis 30 ans, supérieur au nombre de sorties. Alors, le parcours du professionnel de la formation, on peut le synthétiser par un escalier, l'imager par un escalier. Alors, premier, premier niveau, hein, le rez-de-chaussée, c'est de vouloir le statut, c'est-à-dire avoir le statut de formateur, ça a de la valeur, hein. Avoir le statut de manager d'organisme de formation, ça a de la valeur. La première marche, c'est le numéro de déclaration d'activité, qui n'est pas un signe de reconnaissance officiel, mais qui est un signe de reconnaissance officieux. C'est-à-dire, c'est interprété encore aujourd'hui, par un certain nombre d'acteurs comme un signe de reconnaissance. Ça ne l'est pas, mais c'est un fait que c'est interprété comme un signe de reconnaissance. Alors, ce numéro de déclaration d'activité, pour les nouveaux entrants, n'est plus aussi visible que par le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le nouvel entrant, il veut tout de suite avoir Calliope. Voilà. Et le fait que Calliope ne puisse être délivré sans le NDA l'amène ensuite à aller rechercher un NDA. Mais donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, il va être tenté d'arriver sur la deuxième marche. Et là, on va lui dire, attention, il y a une première marche. Voilà. Et après, et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la troisième marche, c'est permettre à ses clients d'accéder au financement CPF. Et là, il s'agit de rendre son offre de formation certifiante, c'est-à-dire être habilité par un certificateur pour que l'offre de formation puisse acheter sur le site EDOF. Et là, donc, on a des conditions particulières de la plateforme, compte tenu du fait que le marché du CPF est un marché de particuliers. À l'instar par exemple, on en parle beaucoup en ce moment du bilan de compétences, qui est un marché de particuliers, et les autres financements sont des financements qui sont alloués aux entreprises pour former leurs collaborateurs ou à les CFA, les centres de formation par apprentissage qui sont structurés et qui mènent à un diplôme, mais où il y a une organisation. Là, on s'adresse à des particuliers et c'est pour ça qu'il y a des financements et des modalités spécifiques qu'on va voir tout au long de ce webinaire. Alors ensuite, on rentre après dans des certifications qualité qui permettent de se différencier. Donc, si en tant qu'intervenant, vous avez la démarche certification pro, qui est la démarche la plus suivie aujourd'hui en France, même si on n'est pas du tout sur les mêmes volumes que Calliope, hein, puisque nous, on vous l'a dit, on est à environ 1200 certifiés pro. Et la certification ISO 9000 ou ISO 21001, qui est une certification internationale, qui, elle, permet de faire reconnaître votre organisation auprès de grands groupes
ou à l'international? Alors, par rapport à cette slide, on vous propose un premier sondage. Vous pouvez le retrouver depuis l'onglet correspondant en bas à droite. Une notification est apparue. Et pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité de cliquer dessus directement, je vous invite à cliquer sur le raccourci Apps. C'est les trois petits points que vous avez en bas à droite et vous aurez un accès ensuite au sondage. Alors, ça nous permettra de mieux comprendre l'état, la marche sur laquelle se trouvent les participants aujourd'hui. Alors, actuellement, donc la majorité des participants sont à la marche de la certification Calliope à hauteur de 60 environ, 23 sur la marche du CPF et ensuite plutôt en minorité à niveau de 9 des participants qui sont plutôt au début de l'escalier, soit sur la marche du rez-de-chaussée ou du numéro de déclaration d'activité. Donc merci pour vos réponses. Je comprends qu'on est, en présence notamment de donneurs d'ordre qui souhaitent établir, davantage la conformité de leur activité de par, le recours à la sous-traitance. Donc vous êtes au bon endroit. L'objectif, c'est qu'on puisse vous présenter, cette thématique de manière précise pour comprendre comment agir dans le secteur de la formation. On va commencer par une première question avant de, dérouler la présentation. Aujourd'hui, quelles sont vos préoccupations concernant la sous-traitance? Je vous invite à répondre à cette question directement dans le canal chat et notre objectif sera ensuite de pouvoir répondre à vos préoccupations tout au long de la présentation. Alors je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire. On va vous laisser, quelques secondes avant de le faire. Une question est arrivée entre-temps. Alors pour Céline, un formateur intervenant uniquement sur une partie d'un bloc de compétences doit-il être Calliope? Entre parenthèses, financement, CPF. Donc c'est, une préoccupation qu'on va, traiter, dans le binaire. Pour Anne, c'est le sujet de la déclaration de sous-traitance sur EDOF. On verra aussi, un aperçu de comment effectuer cette déclaration dans le formulaire. Le respect du cadre légal pour Frédéric. La situation aussi des sous-traitants immatriculés à l'étranger, j'ai pas eu le temps de voir le prénom passer, et alors j'en prends une autre préoccupation, les sous-traitants en régime microsocial, avec NDA. Donc on va récolter l'ensemble de ces préoccupations et les apporter dans l'espace questions pour, ne pas les perdre de vue, puisque le canal, chat est surtout un flux, donc au bout d'un moment, après, on peut perdre ces éléments de notre, ligne de mire. Donc, on va y répondre. François, peut-être ou Jacques, une première réaction sur les préoccupations qui sont apparues dans le chat? Oui, vas-y, Jacques. Alors, Jacques, j'ai l'impression que ton micro n'est pas activé. Ouais, voilà, c'est bon. Oui, oui, bah, une première remarque générale, ces interrogations, elles sont partagées, un peu moins sur les formateurs à l'étranger, mais cette question est prévue et il y a une réponse disponible de la part des pouvoirs publics. On donnera peut-être tout à l'heure, mais ce sont des préoccupations partagées, il me semble, par beaucoup d'organismes. Mmh. François, un retour? Oui, on voit bien que bon, l'élément nouveau, c'est que, il y a cette déclaration, qui est à faire avant le 30 novembre, donc ça, c'est l'élément nouveau. Après les préoccupations, que vous pouvez avoir, sont des préoccupations de mise en conformité et qui sont, voilà, qui représentent les grands thèmes qu'on a l'habitude de traiter lors de ce webinaire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, notamment sur la partie, mise en contexte. Donc ce mouvement qui est en place déjà depuis 2 ans, qui est progressif, a été, illustré de par le décret du 28 décembre 2023. Que dit ce décret, François? Alors ce décret qui commence, maintenant à dater, hein, puisque Mmh. ça va faire 2 ans, donc là on est, vraiment dans un décret qui est appliqué avec, il faut être patient, voilà. Donc il s'agissait de lutter contre la fraude et de fermer une fenêtre
qui était grande ouverte sur EDOF, la plateforme de la Caisse des dépôts. Alors, la situation, qu'est-ce que c'était? La situation, c'était que c'était très facile de s'inscrire sur EDOF, il n'y avait pas de contrôle, et qu'il était très facile ensuite de générer de fausses actions de formation et d'obtenir des remboursements. Donc on est intervenu, l'État a décidé d'intervenir sur 4 directions. La première, c'est créer des critères plus stricts pour le référencement sur EDOF. Alors là-dessus, la critique qu'on a fait de cette démarche, c'était de dire que Calliope ne suffisait pas. Mais là, en fait, comme Calliope, à l'origine, visait surtout la formation en mode B2B, là, on avait un particulier et ce particulier avait besoin d'être protégé. C'est pour ça qu'on a renforcé les critères. Ensuite, on s'est retrouvé avec une situation que l'État ne s'attendait pas, c'est-à-dire que le donneur d'ordre était une coquille vide, une structure, je dirais, créée ad hoc pour la circonstance, et au bout de 18 mois avant l'audit de surveillance, elle disparaissait. Donc là-dessus, on a voulu renforcer les critères de manière à ce que le commanditaire éventuel ait des responsabilités, et complètement la responsabilité vis-à-vis de ses sous-traitants, pour que ça ne puisse pas être une coquille vide qui n'a aucune marge de manœuvre par rapport aux responsabilités ou capacité d'assumer une responsabilité par rapport aux sous-traitants. Après, il y avait des dérives de contournement, et cette dérive de contournement, elle existe encore, ça ne s'est pas complètement arrêté. C'est la location, en quelque sorte, de la certification Calliope à la demande, et ce qu'on appelle le portage Calliope. Et donc là, on a voulu supprimer ça, au moins sur EDOF, c'est-à-dire que ce n'est pas possible de se faire référencer sur EDOF et d'avoir recours à des sous-traitants extrêmement ponctuels qui amènent le client. C'est ça qu'on a voulu arrêter. Et enfin, plus généralement, lutter contre la fraude et les abus. Alors depuis ce décret, qu'est-ce qui a changé concrètement, du point de vue du donneur d'ordre et aussi du sous-traitant? Alors, on a imposé un certain nombre de contraintes qui permettent des contrôles. Alors, là aussi, la critique qu'on peut faire de ça, c'est qu'on a demandé du papier. Donc, par exemple, on a demandé un contrat de sous-traitance qui précise 6 modalités. Ce contrat pouvait être transmis à la Caisse des dépôts. Ensuite, on a exigé que 20% du chiffre d'affaires qu'on déclare sur mon compte formation soit réalisé directement par le donneur d'ordre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'entreprise qui fait exclusivement de la sous-traitance. Enfin, on a voulu rendre aussi impossible la sous-traitance en cascade, c'est-à-dire qu'il y ait 3 niveaux d'intervention, c'est-à-dire un commanditaire, une entreprise et un sous-traitant. Sous-traitance en cascade est interdite. On a rendu obligatoire la certification Calliope. Donc là, la critique qu'on peut faire, c'est que, je dirais, pour être objectif, le fait d'être certifié Calliope, ce n'est pas forcément les critères qualité sur lesquels on attend l'intervenant, mais c'est la direction qui a été choisie. Le sous-traitant doit être habilité. Donc là aussi, à l'époque, on avait des habilitations qui étaient informelles, même on pouvait être habilité, on pouvait se déclarer habilité à l'insu du certificateur. Voilà. Donc ça, c'est en train de se mettre en place parce que la plupart des certificateurs n'ont pas forcément les démarches les plus adaptées pour habiliter. Et le niveau d'exigence continue à augmenter aujourd'hui. Voilà. Et enfin, de faire en sorte que le sous-traitant soit référencé. Et là-dessus, je pense que Jacques va nous donner son point de vue sur ce plan-là, enfin sur l'ensemble de ce point d'ailleurs. Mais avant, je voudrais préciser donc ce qui est on a toujours beaucoup de questions sur les exceptions. Donc, il y a des exceptions. C'est-à-dire que si vous réalisez un chiffre d'affaires inférieur à 77 000 euros et si vous avez le statut micro-social, vous devez avoir un numéro de déclaration d'activité, mais Calliope n'est plus obligatoire. Alors, Jacques, que penses-tu de cette situation conforme? Beaucoup de bien. Non, je voulais juste préciser un point, puisqu'on répondra aux questions, et puis vous allez apporter beaucoup d'informations
durant ce webinaire. Mais juste un point pour fixer la suite de la conversation. Ce qu'on dit bien, c'est 20 enfin, l'organisme donneur d'ordre ne peut réaliser au maximum que 80% du chiffre d'affaires total, c'est là-dessus que je veux insister, sur mon compte formation. C'est-à-dire qu'il peut très bien confier 100% d'une prestation à un sous-traitant, mais par contre, sur le montant total du chiffre d'affaires qu'il va réaliser cette année, donc ce sera du 1er avril au 31 décembre, sinon c'est l'année civile, c'est sur l'ensemble du chiffre total réalisé sur mon compte formation. Donc, il y a des sous-traitants qui peuvent réaliser 100% de certaines prestations. Mmh. Voilà, C'est comme vrai que ça cette fixe un peu le question, cadre. ouais, on l'a jamais, aperçue comme ça, dans les échanges, mais c'est vrai que c'est assez important à rappeler, c'est que, comme tu le dis, ça n'empêche pas de faire, de réaliser toute la prestation à condition que C'est-à-dire ouais. exactement. Mmh. Pour finir, puisqu'encore une fois, il y aura des questions et vous allez apporter plein d'infos, mais ce que je veux dire, c'est que les pouvoirs publics, la Caisse des dépôts et cetera, vont s'attacher à vérifier que ça a du sens, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez confié toute la mission à un sous-traitant parce que ce coup-là, ça avait du sens et ça ne vous empêche pas d'être un organisme de formation, c'est-à-dire de ne pas être seulement une plateforme de mise en relation entre la demande de formation et les formateurs, mais vous avez une activité de formation pour au moins 20% de ce chiffre d'affaires total réalisé sur mon compte formation. Mmh. Il y a plusieurs interrogations déjà à ce niveau, sur cette slide. Une première posée par Suzanne qu'on rencontre, je pense à chacune de ces thématiques. Donc si Suzanne comprend bien, le NDA est obligatoire pour tous les sous-traitants, quel que soit son niveau de chiffre d'affaires et quel que soit son statut juridique. Est-ce que c'est bien le cas? Alors, oui, le NDA est obligatoire pour tous les organismes de formation et les gens qui réalisent de la formation depuis une circulaire de la DGEFP de 2011 et depuis, les pouvoirs publics et les professionnels essayent de faire comprendre, que c'est une obligation. Donc là, c'est sûr, hein, sur mon compte formation, pas de NDA, pas d'enregistrement possible. Mmh. Et une autre interrogation, alors il faut que je retrouve le prénom de la personne. Heu, oui, ah non, c'est pas une question de Fabienne. Un OF pardon, doit-il s'inscrire sur EDOF même si aucune de ses formations sont finançables par le CPF? Alors, ben Non, non, je non. t'en prie, je t'en prie. Mais non, non, là, c'est en fait, c'est vraiment, pour être référencé sur Head-Off, et c'est si vous avez une offre de formation qui peut être achetée sur, la plateforme, Mon compte formation. Sinon, non, sinon c'est pas obligatoire. Vous avez d'ailleurs, je pense, c'est, ça doit être de l'ordre de 15 000 inscrits sur Head-Off, voilà, donc il y a un organisme de formation sur 10 qui est inscrit sur Head-Off. Et après une autre réaction d'une participante qui indique que c'est la première fois qu'elle entend parler du point 6. Donc le sous-traitant est référencé sur mon compte formation et donc il a accepté les conditions, générales. Alors, je veux bien répondre à ça si vous Vas-y, voulez. vas-y. En fait, donc c'est ça la nouvelle, une des nouvelles, obligations, enfin, c'est une des nombreuses nouvelles obligations, c'est qu'en fait, le donneur d'ordre, il va se connecter à son compte EDOF et il va déclarer ses sous-traitants. Vous comprenez que c'est une pression supplémentaire, sur la lutte contre la fraude et la vérification de ce qui est fait avec cet, argent et ces dispositifs. Donc le donneur d'ordre, il va déclarer son sous-traitant, il va déclarer qu'il a le NDA du sous-traitant, que le NDA paye ses cotisations, dans la grande majorité des cas, qu'il a son certificat Qualiopi. Donc effectivement, il est référencé sur mon compte formation et même, pour finir, s'il est habilité à former ou à certifier, il sera sur la liste des organismes habilités de France Compétences. Donc oui, c'est nouveau, mais voilà, il faut donc, c'est au donneur d'ordre de déclarer ses sous-traitants. Mmh. D'ailleurs, il s'agit bien de ça, hein, le décret, l'application, c'est de la responsabilité du donneur d'ordre. Certes, le sous-traitant est concerné, mais celui qui a la responsabilité de son application, c'est bien le donneur d'ordre et donc, le contenu de ce webinaire s'adresse surtout, à ces personnes qui sont concernées directement par la réglementation.
Alors on va passer assez vite sur ça et directement passer sur le cadre de la régulation. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour assurer la régulation du marché au travers de la plateforme EDOF? Donc François, quels sont les éléments, existants actuellement? Alors, il y a une campagne de contrôle sur la période, du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024. Première période de contrôle, donc les contrôles se mettent en place, lentement, avec parcimonie, on va dire, mais c'est une lourde machine qui se met en marche, voilà. Alors après, il y a cette obligation, ce qui est original, c'est qu'on a repris le concept de la télédéclaration qu'on avait sur le BPF et donc on contrôle sur des données déclarées. Ce qui met, l'organisme de formation, dans une position, délicate, par moment et je laisserai à Jacques le soin de la commenter. Alors, donc là, oui, il y a une télédéclaration et pour les organisations qui ont plus de 50 sous-traitants, on peut importer un fichier, c'est-à-dire qu'on ne référence pas un par un les sous-traitants. Et donc là, ça a commencé le 12 juin et ça s'arrête au 30 novembre, donc dans 7 jours. Oui. On Il va faut laisser, rappeler, merci François. Il faut juste rappeler que, alors bon, comme le disait François, les contrôles se mettent en place, petit à petit. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais en tout cas, les textes disent que si le 30 novembre, vous n'avez pas enregistré vos sous-traitants, votre organisme est susceptible d'être suspendu de la plateforme puisqu'il ne répond plus, à ses obligations. Donc il faut vraiment, vous occuper de ça, avant le 30 novembre, hein. N'espérez pas trop, envoyer des courriers en disant, «C'est pas de notre faute, on n'a pas fait exprès», il y a un durcissement certain, hein. Mmh. Ça rejoint aussi la question de Samira qui s'interroge sur les sanctions en fait encourues par les OF qui n'auraient pas déclaré correctement cette sous-traitance. Qu'est-ce qu'ils risquent? Alors, c'est gradué, n'est-ce pas? Parce que, dans la grande enfin, les pouvoirs publics et leurs, mandatés, essayent de créer de la cohérence dans tous ces dispositifs et donc, il y a toujours des exceptions aux règles et cetera. Mais globalement, en fait, vous risquez une suspension de 6 mois, ce qui peut être très fâcheux pour les affaires, voire une suspension définitive. Et il faut d'ailleurs à ce propos rappeler que si un de vos sous-traitants a déjà eu des soucis, avec la Caisse des dépôts et que du coup il a été suspendu, il ne peut plus intervenir sur une formation et qu'il a été suspendu, hein, il ne peut plus intervenir sur une formation, financée dans le cadre qui nous intéresse ici. oui, je dirais bon, en commentaire, je dirais il y a 2 cas de figure, hein, pour simplifier. Il y a le cas de figure où, vous réalisez un chiffre d'affaires régulier, quotidien. Pour certains de nos clients, c'est un chiffre d'affaires quotidien qui est réalisé sur la plateforme EDOF et donc le fait d'interrompre le flux pour quelque raison que ce soit, est inenvisageable. Donc ça, c'est une situation particulière où, votre organisme ne peut pas se permettre d'être déréférencé ne serait-ce qu'une journée. Ouais, Donc là, il faut mettre en place qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en place une organisation de maîtrise de ce risque de déréférencement, de manière à éviter tout écart. Après, il y a, le cas d'organismes qui vont, avoir recours, hem, au financement CPF de manière ponctuelle et donc qui peuvent se permettre d'être, suspendus pendant quelques jours, voire quelques semaines, voire renoncer à certains financements et là, la posture, elle est complètement différente parce qu'il s'agit de voir si, on va pouvoir générer un flux à terme mais là, c'est pas le même risque. La suspension est envisageable. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines, ça va pas, impacter le chiffre d'affaires ou bloquer un grand nombre de stagiaires ou d'actions, quoi, voilà. Alors on arrive à la je te rends la parole, Thomas. Oui, merci François. Donc je vais d'ailleurs la rendre à Jacques, c'est un jeu de ping-pong. Cette télédéclaration, elle s'effectue de quelle très manière poli. Jacques sur la plateforme? Alors, on se connecte à son compte, EDOF.
Ensuite, on clique. Vous avez presque tout mis sur la slide. C'est impeccable. Il y a un guide pas à pas. On se connecte sur données administratives et la première question qu'on va nous demander, c'est est-ce qu'on a sous-traité une partie de la formation? Et si on répond non, et ben, c'est la fin de la déclaration. Ensuite, si c'est pas le cas, vous avez un certain nombre de alors vous allez, pardon, d'abord déclarer votre chiffre d'affaires. Vous vous rappelez, on a dit tout à l'heure, le chiffre d'affaires total réalisé, hein, pour les gens qui font la différence, hein. On parle bien de chiffre d'affaires réalisé. Cette année, donc jusqu'au 30 novembre, il faut déclarer du 1er avril au 30 décembre 2024. Une fois que vous avez déclaré ce chiffre d'affaires total que vous avez réalisé, vous devez faire avec votre calculette le calcul du total du chiffre d'affaires sous-traité. Alors là, il faut peut-être qu'on fasse 2 secondes de pause sur ah bah voilà, Je vais te Thomas a voilà, tout j'ai pensé à prévu. tout. Tiens, cet exemple me rappelle Te quelque chose. parle, ouais. Ouais, j'imagine. Ouais, Donc, rendons à bon, enfin, non, non, non. Pour tout vous dire, c'était un peu complexe au début et c'est Fouzi Fetti de Centrinfo qui m'a corrigé une fois parce que j'avais dit moi-même une sottise sans le faire exprès. Donc, en fait, comment on fait pour faire le calcul? Combien l'organisme a facturé via la plateforme? Alors là, on prend un exemple, c'est 1000. Il a confié à un sous-traitant une partie de la prestation. On calcule le pourcentage de la prestation sur le chiffre d'affaires global et on ne s'occupe pas ni du prix qu'on a payé le sous-traitant, ni de la marge qu'on a fait. Hein. Donc, on dit, tu as confié 20 heures de formation, si je ne me trompe pas là. Bah, on est sur, l'exemple qu'on donne, c'est une formation globale qui dure 20 heures, sur laquelle le Ah, très sous-traitant est bien, très bien. intervenu Tout à 10 heures. fait, exactement. Merci Thomas, tu me remets les idées en place. Donc, on a vendu il y a 1 000 € qui ont été facturés sur la plateforme pour 20 heures de formation. Ça fait donc que l'heure de formation, qui est un tarif horaire assez virtuel en fait, hein, est de 50 €. On a confié 10 heures à un sous-traitant. Peu importe combien on paye le sous-traitant, on doit déclarer 50 fois 10 égale donc 50 € de l'heure fois 10 heures qu'on a confiées au sous-traitant, ça fait 500 €. Et c'est ça qu'on doit déclarer. Et je rappelle qu'il ne faut pas appliquer ce calcul pour chaque contrat de sous-traitance. Pardon Thomas, je crois contrairement à ce qui Ouais. est indiqué là, Mmh. mais bien calculé sur le chiffre d'affaires total réalisé. Hein, c'est-à-dire, on va calculer le chiffre d'affaires total qu'on a réalisé sur la plateforme, le nombre d'heures totales qu'on a confié à la sous-traitance. Je vais utiliser cette expression pour pas qu'on confonde avec les contrats individuels. Et c'est ces pourcentages-là qui va nous intéresser, pas contrat par contrat. OK, je OK. corrigerai, Donc en fait, on déclare un nombre d'heures sous-traitées valorisé au coût de la sous-traitance, en fait. Exactement. Voilà. Donc Ah, on au dit que coût de la sous-traitance, au sans la coût marge, de marge sans la inclus marge. quoi, tu vois? Enfin, je sais pas Mmh. comment tu calcules, mais tu vois ce que je veux dire? D'accord. Merci, Jacques, pour la présentation de cet exemple qui, comme tu l'as reconnu en effet, est repris d'une publication que tu avais, effectuée il y a quelques semaines et qui nous a, beaucoup aidé et inspiré, déjà pour le fait de t'inviter aujourd'hui au webinaire. Donc, C'est merci bien fait. pour ces lumières que tu apportes, et que tu peux continuer d'apporter aujourd'hui sur cette thématique, qui, ô combien intéresse les participants Et avec si ce j'ai nombre bien de compris, il faut questions. corriger le slide. C'est quel point qu'il faut corriger? C'est le point 4, donc en n'indiquant pas qu'il s'agit d'appliquer le même calcul sur chaque contrat, mais plutôt de s'intéresser au volume global qui a été, sous-traité, si j'ai bien C'est compris. ça, C'est tout à ça? fait. D'accord. Donc on applique le calcul au volume global, d'heures sous-traitées. Oui, C'est ça? oui. D'accord. Ouais.
Donc on avance sur la présentation. Donc il y a une partie des préoccupations que vous avez remontées qui sont traitées par la FAQ de la DGEFP, une FAQ qui avait été, très attendue et qui s'est fait, espérer qu'on a maintenant. Donc je vous invite à la consulter directement sur, le site internet du gouvernement. Donc c'est une FAQ qui vient traiter, 6 points pour vous éclaircir dans vos démarches, 7 points pardon, notamment sur la disposition générale, le périmètre et l'entrée en vigueur, ça c'est dans un premier temps. Deuxième temps, sur les formateurs à l'étranger, on a vu passer, à minima 2 questions sur cette, thématique. Les obligations du sous-traitant, par exemple, le fait de disposer d'un numéro de déclaration d'activité. Quatrième point, le contrat sous-traitance, dont les 6 modalités qu'on avait, détaillées un peu plus tôt dans le webinaire. Cinquième point sur l'encadrement et de proportion de chiffre d'affaires sous-traité. Sixième, la sous-traitance d'une ou des parties des actions éligibles au CPF. Et enfin, le septième et dernier point, les contrôles et les sanctions. Donc c'est une page internet que vous allez retrouver assez facilement, en tapant, FAQ DGEFP sous-traitance pour en bénéficier et pour les personnes aussi qui vont récupérer le support de présentation, on a intégré le lien dans l'image que vous avez à droite. Alors au vu de la situation de chacun, de l'activité de chaque sous-traitant, on peut se poser la question de comment vérifier la conformité d'un sous-traitant. Donc au niveau des participants, donneurs d'ordre, comment faites-vous pour l'identifier? Je vous invite à répondre à cette question depuis le chat pour qu'on identifie, de votre côté des pratiques, qu'on pourrait, partager aux autres participants. On va prendre, en attendant les réponses, quelques questions qui sont dans l'espace correspondant. Une question de Charlotte. «Bonjour, je n'ai pas compris, étant un OF mais pas dans le réseau du CPF, dois-je déclarer, mon sous-traitant?» Non. On parle bien uniquement des organismes qui ont accès à la plateforme EDOF et qui utilisent des actions éligibles au CPF. Ça, c'est le premier point. Si ce n'est pas votre cas, ce webinaire peut vous intéresser puisqu'il vous permet de faire une veille, mais vous ne serez pas concerné par la déclaration. En revanche, si vous êtes un organisme, que vous avez accès à EDOF et que vous n'avez pas de sous-traitant, par contre cette déclaration, vous devez la faire, ne serait-ce que pour dire que vous n'avez pas de sous-traitant et avoir complété le formulaire. Tout à fait. Je peux peut-être dire un mot, Thomas, Oui, là, à ce vas-y. moment pour, accrocher à cette, question. En fait, la loi, elle dit depuis très longtemps, en dehors du monde de la formation professionnelle, que quand on a un sous-traitant, on doit s'attacher à vérifier, par exemple, qu'il est à jour de ses obligations sociales et fiscales, qu'il ne fait pas travailler, des gens, qui ne sont pas autorisés à séjourner sur le territoire français et cetera. Et alors, comme c'est dans notre, monde, on ne connaît pas, toutes ces lois pour des tas de raisons, discutables, mais qui sont un fait, heu, dans la déclaration de votre sous-traitant, et donc, c'est intéressant même pour les gens qui ne sont pas sur la plateforme, d'entendre parler de ça parce que, par exemple, une fois que vous aurez, tout à l'heure, on a commencé à décrire la procédure de dépôt, sur EDOF de ces sous-traitants, c'est ces indications. Une fois que vous allez dire: «J'ai eu des sous-traitants, voilà combien il y en avait», on va vous demander leur nom, le nom de le commercial, leur numéro de SIRET, j'en passe, et cetera, et surtout ensuite, on va vous dire est-ce qu'ils sont à jour de leurs obligations sociales et fiscales? Je rappelle que ce n'est pas une obligation des organismes de formation, c'est une obligation pour toutes les entreprises de France qui font appel à des partenaires et à des sous-traitants. Et donc, c'est l'organisme donneur d'ordre qui va déclarer si ces sous-traitants sont à jour ou pas. Et il y a une case non. C'est-à-dire que si vous avez des sous-traitants qui ne sont pas à jour, vous devez déclarer non. Sinon, vous êtes complice d'une éventuelle, d'un éventuel délit, ne parlons même pas de crime, mais au moins d'un éventuel, délit. Vous devrez aussi, déclarer si tous vos sous-traitants ont bien leur certification Qualiopi, en dehors de la petite exception là, l'auto-entrepreneur à moins de 77 700 € de chiffre d'affaires par an. Donc c'est vous qui avez déclaré tout ça, c'est-à-dire que l'État, il veut vous faire comprendre
que vous êtes comme dans le bâtiment, comme dans plein de secteurs, vous êtes responsable de vos sous-traitants et donc c'est vous qui déclarez oui ou non. Donc pour pouvoir déclarer oui ou non, il faut que vous vous couvriez auprès de vos sous-traitants pour obtenir ces informations qui, je le rappelle, sont des informations que n'importe quel sous-traitant doit avoir à cœur de vous fournir puisqu'il est votre prestataire, hein. Donc, il doit vous prouver qu'il a envie de bosser avec vous et qu'il respecte la loi. Donc, vous voyez, mais c'est vous qui allez pendant cette téléprocédure, et j'en arrête là, vous allez dire s'ils sont à jour de leur cotisation sociale et fiscale, ce que tous les OF doivent faire, même si on n'est pas sur CPF. Est-ce qu'ils ont la certification Calliope? Donc là, c'est une spécialité pour le CPF. Si jamais au moins une de ces obligations n'est pas respectée, vous devez le signaler avec les risques que vous encourez, puisque je ne sais plus qui récemment me posait la question, me disant bah, si un organisme il a fait travailler l'année dernière, après le 1er avril, un formateur qui n'est pas certifié Calliope, qu'est-ce qui lui arrive? Et ben en fait, légalement, cet organisme a triché. Hein, puisque la loi, elle existait déjà et on savait qu'à partir de telle date, il fallait que nos sous-traitants soient voilà. Et plus le temps passe, compte tenu du fait que les pouvoirs publics ont eu une grande, tolérance, enfin d'après eux, pour nous laisser le temps de nous habituer à toutes ces nouvelles obligations. Du coup, aujourd'hui, la tolérance et comment dire? Les la bienveillance qui était le cas au début, parce qu'on se disait: «Bah, il sait pas, donc là, il n'a pas fait ce qu'il fallait, on lui explique ce qu'il faut faire, il va le faire et puis c'est bon». Plus ça va, moins ça existe. C'est-à-dire maintenant, on vous dit, bah, c'est la loi, vous n'avez pas respecté la loi et donc on démarre un litige. Ça ne se termine pas toujours, au tribunal, mais ça démarre un litige. Voilà ce que je voulais vous préciser. Merci pour cette précision, Jacques. Et voilà, on a une interrogation de la part de Caroline, qui s'interroge sur le fait, d'identifier un sous-traitant. Qu'est-ce qui fait d'une personne un sous-traitant? Est-ce que c'est la rémunération? Est-ce que c'est le contrat, le statut, le chiffre d'affaires? Comment est-ce qu'on l'identifie? Alors effectivement, enfin effectivement, justement, pas effectivement, tout à fait. Ce qui établit la sous-traitance, c'est le fait que vous confiez une partie de votre mission, c'est-à-dire vous avez signé un contrat avec votre client et il y a une partie de ce contrat que vous confiez à un partenaire, on peut l'appeler comme on veut, et du coup, s'il intervient donc c'est votre sous-traitant. Maintenant, est-ce que c'est un sous-traitant qu'on doit déclarer? La réponse est oui, si le sous-traitant en question, il intervient sur la partie pédagogique. C'est-à-dire, si vous avez, un sous-traitant qui s'occupe, heu, de faire votre communication habituelle sur l'ensemble de votre, formation, il n'intervient pas directement sur le dispositif pédagogique, vous n'avez pas à le déclarer. Voilà. Mais par contre, si vous avez un sous-traitant qui s'occupe de louer les salles pour la formation, il faut vérifier, ça peut être un sous-traitant. Donc, je rappelle, la sous-traitance, c'est quand je confie une partie du contrat que j'ai moi-même avec un client à quelqu'un d'autre. Voilà. S'il fait ça, c'est un sous-traitant. Mmh. Je ne sais pas si ça répond, mais Oui, et ça va. alors, tu veux que j'avance sur l'histoire des intervenants exceptionnels, experts, et cetera? Oui, c'est en plus on a des interrogations là, je ne les retrouve pas les noms associés, mais je sais qu'il y a souvent cette Je interrogation vois de Paul qui pose cette question, je crois, mais pas que, pas que. mmh, En fait, c'est une question qui se pose tout le temps, en fait, surtout par, soit des gens, qui n'ont pas pris le temps de regarder les textes de la formation professionnelle ces dernières années, ce qui peut se comprendre, mais enfin bon, il faudrait les regarder quand même parce que ça concerne notre activité quotidienne, soit par des gens qui cherchent à échapper à leur karma. Je vais dire ça comme ça. Alors, un intervenant exceptionnel, un intervenant expert, ça ne veut rien dire, hein, tout ça, n'est-ce pas? Votre intervenant expert, c'est un sous-traitant dans la grande majorité des cas, mais en fait, si vous faites venir une fois un avocat qui vient vous expliquer des situations, dans laquelle des organismes de formation se retrouvent en difficulté avec la Caisse des dépôts, par exemple, pour prendre cet exemple. Il intervient une fois, mais il interviendra pas l'année prochaine. Donc lui, bien sûr, on ne va pas lui demander d'avoir un NDA, il faut néanmoins qu'il ait un contrat, hein. Je vous rappelle qu'une entreprise, elle ne peut pas faire travailler des gens, comme ça,
même gratuitement, hein, je le précise. Mais en tout cas, ça ne sera pas votre sous-traitant. Donc, la seule exception à notre histoire, c'est l'intervenant exceptionnel. Dans pas en tant que personne, qui intervient ponctuellement. Vous voyez, je sais pas, l'ancien bâtonnier du barreau de Paris, un expert comptable, mais il faut que l'intervention, elle ne soit pas régulière. Et alors, ce qu'on appelle la régularité, c'est défini par les, en tout cas dans le question-réponse ou dans un texte qui a une valeur normative relative, mais quand même, c'est une réponse de la DGEFP, donc on va l'appliquer. C'est que si quelqu'un intervient 2 fois par an, la question de la régularité se pose. Et s'il est intervenu 2 fois par an, eh bien, c'est un sous-traitant, il faut le déclarer. Merci, Jacques, pour cet élément de réponse. Alors je vois qu'on a eu des réponses à la question sur, comment établir, la conformité du sous-traitant. Donc au niveau des documents utilisés, je vois le CV qui remonte, un rendez-vous de positionnement avec le formateur qui est, réalisé, la liste des organismes publics de formation, hem, le fait de pouvoir enregistrer ces éléments dans un CRM interne, avec les stagiaires et les actions. Heu et heu voilà, résultat d'entretien également. Alors Oui, et je puis, vous remercie pour pardon, oui, vas-y Jacques. oui, il faut ajouter à tout ça, qui est tout à fait entendable, bien sûr, le fait qu'on va demander à notre sous-traitant de nous fournir, ça s'appelle une attestation de vigilance de l'URSSAF. Tous les sous-traitants de France font ça dans les autres secteurs d'activité. Le sous-traitant, il va demander à l'URSSAF, ça se fait en ligne en 15 secondes, hein, à condition qu'il ait payé ses cotisations. Il va nous fournir, ça s'appelle une attestation de vigilance dans laquelle l'URSSAF dit l'organisme untel ou la personne untel a bien déclaré, a bien payé, a bien respecté ses obligations fiscales et sociales. Et d'autre part, il faut demander l'accès au certificat Qualiopi de votre sous-traitant, etc. Faire signer des attestations sur l'honneur qui sont un début de façon de se protéger, n'est-ce pas? Parce que Mmh, si votre sous-traitant, il vous fournit un faux certificat Qualiopi, enfin ça c'est un mauvais exemple parce qu'en fait, vous pouvez vérifier sur un site, du gouvernement, l'annuaire des ouais, entreprises, annuaires entreprises, ça ouais. s'appelle. Voilà. Dans l'annuaire des entreprises, vous devez vérifier que votre sous-traitant est bien certifié Qualiopi. Mmh, Mais pour les autres documents, vous pouvez demander une attestation sur l'honneur et une preuve écrite, comme l'attestation de vigilance URSSAF. Vous n'êtes pas à l'abri, enfin, personne ne fait ça, c'est sûr, mais qu'un de vos sous-traitants fabrique des faux, mais au moins, vous aurez le document, vous avez fait signer des attestations sur l'honneur, et donc ça vous protège un peu, en sachant qu'après, c'est éventuellement un juge ou la Caisse des dépôts qui décidera de votre implication dans l'affaire. alors sur la notion de référencement du sous-traitant, je vais laisser la parole à François sur, l'identification du sous-traitant, qui, est, finalement conforme à la réglementation. Il y a un ensemble de documents à demander. C'est un mémo qu'on vous propose en 3 points. Donc quels sont les 3 points à vérifier, François, et où vérifier ces informations pour, évaluer la conformité? Alors, ça va reprendre ce qui vient d'être dit, hein, et là, on s'est attaché à identifier les informations qui sont publiques, dans le sens où aujourd'hui, ça a peu de sens de demander un CABIS à une entreprise, puisque vous pouvez le télécharger vous-même. Donc, il y a un certain nombre de contrôles que vous pouvez faire vous-même. Donc, sur le SIRET, le NDA, Calliope et le statut juridique, vous pouvez obtenir toutes ces informations vous-même en consultant l'annuaire de l'entreprise. Donc, dans votre process de référencement, vous prévoyez cette démarche, ça va beaucoup plus vite et vous demandez après des explications au sous-traitant s'il n'a pas Calliope ou de SIRET ou de NDA. C'est beaucoup plus simple de faire comme ça que de demander un certificat Calliope au sous-traitant qu'il faudra vérifier après. Autant aller chercher tout de suite l'information à la source. Tout à fait. Deuxième point, la vérification du chiffre d'affaires. Alors là, il faut obtenir de l'organisme soit sa déclaration URSSAF si il est auto-entrepreneur, soit le bilan ou le BPF.
s'il a un numéro de déclaration d'activité, il doit faire un BPF. Donc là, c'est des données qu'il faut lui demander, sauf si il publie ses bilans et encore, puisque il y a quand même un décalage dans le temps. Enfin, il y a le référencement head-off que là, vous pouvez vérifier par vous-même. Donc finalement, la seule information que vous allez lui donner, c'est une information. Vous allez lui demander son BPF, son bilan ou la déclaration URSSAF. Et une fois que oui, vas-y François. Alors, à partir de là, toutes ces données-là peuvent être annexées au contrat de sous-traitance que vous allez pouvoir signer avec lui et vous n'aurez plus qu'à faire une vérification, je dirais, périodique des points qui sont prévus en 1. Voilà. Et là, on est dans quelque chose de fluide et où il n'y a pas, vous n'êtes pas en attente de documents. Voilà. Et ça permet de traiter une question tout à l'heure de quid des sous-traitants qui ont des problèmes du fait de la suspension de leur certificateur, et qui est une question que j'ai vu passer, Oui. mais donc vous allez faire quoi? Vous allez constater que sur l'annuaire des entreprises, l'organisme de formation n'est plus Calliope. Donc ça veut dire qu'il a été suspendu. Alors, nous, de notre point de vue, on voit très bien les certificateurs, nos confrères qui sont, comment dire, on les voit, hein, ceux qui sont quand ils sont suspendus. Donc, ça déclenche chez nous une vague de transfert. Le transfert, c'est gratuit. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de cas où un organisme de formation perd sa certification du fait de la suspension de son certificateur. C'est-à-dire que, en fait, s'il la perd, s'il est suspendu, c'est qu'il n'a pas transféré quand il aurait dû le faire. Parce qu'en fait, quand un organisme est suspendu, alors il y a des niveaux de suspension, mais généralement, ce qu'il ne peut pas faire, c'est le renouvellement. Mais avant le renouvellement, on a des centaines d'organismes qui transfèrent leur certificat vers chez nous. Donc, il y a une solution. La solution, c'est de transférer et c'est gratuit. Il n'y a pas de coût de transfert, surtout dans ce cas-là où le certificateur qui a perdu son accréditation ne va pas vous facturer des frais de transfert, alors que c'est de son fait que là, vous êtes obligé de transférer. Oui, je viens de retrouver la question. C'était une question de Johan qui demandait, enfin, qui indiquait, il paraît que certains organismes certificateurs Calliope sont actuellement en suspension partielle. Et dans ce cas, comment exiger de nos sous-traitants qu'ils soient certifiés Calliope alors qu'ils ne peuvent ni obtenir ni renouveler leur certification? S'il Le s'agit transfert. de, je le dis au hasard et je suis dans la maison d'un certificateur, on m'excusera, mais s'il s'agit de Bureau Veritas, il a récupéré son accréditation. Il y en a, à ma connaissance, il n'y en avait pas d'autres qui étaient Ouais. suspendus, Non, vous après, il y a savez. des. Oui, c'est ça, c'était la seule. Parmi nos confrères, c'est la seule suspension temporaire. Et sinon, bon, il y a des. Il y a des Enfin, là, ce qui peut vous concerner aussi, c'est le choix du certificateur. Voilà, parce que c'est clair que si il y a l'année qui vient est une année de disette pour certains certificateurs, parce ils ont la plupart des certificateurs, ils ont constitué leur clientèle dans les années 2020-2021, et donc l'essentiel de leurs clients sont dans les années 2020-2021, ce qui faut qu'ils ont tous les 3 ans une année de très fort chiffre d'affaires et 2 années très faibles, et dans un rapport de 1 à 3, c'est-à-dire que vous faites, on va dire, 200 000 euros de chiffre d'affaires, 200 000 euros de chiffre d'affaires et 600 000, vous voyez, pour les organismes de certification à taille humaine. Donc, de ce fait, soit ils ont trop de monde et ils ont réduit la structure sur 2 ans et après, hop, ils ont un surcroît d'activité et de ce fait, la qualité de leur service s'en ressent. Voilà. Alors, je vais traiter deux questions avant de passer à la suite. Une question qui a été posée par Fabrice en début de présentation. Est-ce que les formateurs indépendants déclarés comme sous-traitants sur des marchés publics doivent obligatoirement avoir Calliope, alors que l'organisme titulaire a bien Calliope? Je n'avais pas compris la question. Peut-être que François ou Jacques. Alors, ça dépend de l'appel d'offres, Hmm. c'est-à-dire que soit dans l'appel d'offres, ça peut être mentionné,
Alors, dans les appels d'offres publics, l'exigence de certification, c'est un sujet délicat, mais enfin, ce sera demandé dans l'appel d'offres, mais la loi n'impose pas que le sous-traitant d'un, c'est que la règle de la certification Qualiopi de la sous-traitance ne s'applique que pour les DOF, le marché du CPF. Donc, si c'est un marché public, ça ne s'applique pas. Et une autre question posée par Laurence, les intervenants externes doivent-ils être Calliope? Alors ça avait été posé au début aussi. Par intervenant externe, il faut comprendre sous-traitant. Et ensuite, la certification Calliope est obligatoire pour eux en fonction des critères qu'on a rappelés en introduction. Donc que le sous-traitant intervienne sur une action éligible au CPF. Ensuite, qu'il ne soit pas au régime microsocial ou, dernier cas, s'il est sur ce statut-là, que son chiffre d'affaires soit supérieur à 77 700 €. Donc ça, c'est les 3 critères, à prendre en compte. On va passer à la quatrième et dernière partie de ce webinaire sur l'engagement, des sous-traitants puisque, on vient de voir comment identifier les sous-traitants concernés ou pas par l'obligation de certification Qualiopi. Par rapport à cela, donc il y a un positionnement à prendre, aujourd'hui, alors Jacques, peut-être, il Non, veut je t'en ajouter prie, quelque chose? termine. Mais oui, oui, je te tends. Je montrais ma main pour te dire quand tu auras fini. Je veux OK, bien rajouter un ça mot de marche. précision, mais je t'en On prie. va on va voir quelles sont les 3 voies possibles à prendre aujourd'hui face à ce constat. Donc, François pourra le détailler, après la remarque de Jacques. C'est gentil. Merci de me donner la parole. C'est juste une précision parce que comme on a parlé des formateurs, je ne sais plus comment on dit là, parce que tous les organismes, ils ont des noms pour parler de leurs sous-traitants en fait. Oui, les intervenants externes. Intervenants externes, enfin il y a alors ceci dit, c'est l'expression qui est utilisée, dans Calliope par exemple, intervenant externe. Oui, donc quand vous avez, quelqu'un qui fait une intervention, à titre, exceptionnel et que le formateur est présent, hein, donc ça, c'est pas depuis ce décret, ça existe déjà depuis un moment. C'est-à-dire que si vous avez le formateur qui est là et que vous faites venir un avocat, un comptable, un témoin, quelqu'un qui vient faire une mini conférence et que c'est exceptionnel, ça n'est pas un sous-traitant. Voilà, parce qu'en fait, on va considérer que le prestataire externe ou l'intervenant externe, il est sous-traitant à partir du moment où il produit bien une activité de l'ordre du pédagogique. Si vous faites venir un témoin et que le formateur est là, les pouvoirs publics vont considérer que vous avez invité un témoin et qu'il n'intervient pas lui-même. C'est vous qui maîtrisez le dispositif pédagogique. Voilà. C'est un petit détail, mais ça peut tout changer dans l'organisation de certaines formations où j'ai vu qu'on disait à certains professionnels qui avaient l'habitude qui intervenaient comme ça de temps en temps. On leur a dit malheureusement, on ne peut plus travailler avec toi à cause des pouvoirs publics. Et en fait, si l'organisme maîtrise le dispositif de formation, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une formatrice, un formateur dans la salle ou en ligne. À ce moment-là, ça n'est plus un sous-traitant, puisque au fond, vous gérez Oui, vous-même. je comprends, je comprends ce que tu veux dire. En fait, il y a une manière de présenter les choses qui peut varier. C'est-à-dire que sur un plan, je dirais commercial, on va présenter la chose au client en disant: «Voilà, là, il y a des intervenants, voilà, c'est les intervenants» et puis après, il y a la manière qu'on a de présenter la chose dans le BPF, où on va présenter le formateur et effectivement les autres personnes ne vont pas être présentées comme des formateurs. Donc on va utiliser des termes différents de manière à ce qu'ils ne rentrent pas, dans, la catégorie formateur, c'est-à-dire eux qui animent l'action de formation, mais c'est plutôt des gens qui ont participé à l'action de formation et de ce C'est fait, qui ça. n'ont pas à être référencés ou à avoir le NDA et cetera. En fait, ça pose problème quand, soit il y a personne, soit il y a que, cet intervenant extérieur qui supporte toute la formation et donc là, on peut avoir bien du mal à démontrer que c'est pas un formateur parce que c'est lui qui et anime l'action de formation du début jusqu'à la fin du fait qu'il y a personne d'autre. C'est ça. On revient sur la slide, sur les stratégies, possibles. François, quelles sont les 3 voies à prendre, face à ce décret? Alors, il y a 1 stratégie, on élimine la cause du problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sous-traitant.
Alors, c'est pas de sous-traitants, du coup, là, vous n'avez plus de problème, vous n'avez que des salariés. Donc, pour avoir que des salariés, soit vous faites des CDD d'usage. Vous pouvez faire des CDD d'usage si si vous, si vous appartenez, vous dépendez de la convention des organismes de formation. Et donc, vous pouvez faire un CDD de quelques heures, de quelques jours, etc. Et donc là, vous n'avez plus de salariés. L'inconvénient, c'est une augmentation des charges pour vous et pour le formateur, puisque le formateur va plus vous faire une facture, donc il va avoir un bulletin de paye, ce qui est moins intéressant fiscalement, sauf si vous êtes en situation, si vous êtes demandeur d'emploi, parce que là, ça va se déduire de vos droits, ça va prolonger vos droits, même si d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris depuis quelque temps, c'est moins simple. La réforme de l'assurance chômage fait que cette situation est moins simple que par le passé. Voilà. Donc là, vous avez des CDD, des CD d'usage, des CDI, plus de problème. Avec des inconvénients, c'est que vous augmentez vos charges. C'est-à-dire que si vous avez un CDD ou un CDI, c'est plus cher. Voilà. Et il faut occuper ce formateur. Alors, ensuite, vous avez le fait d'attendre. Donc, un grand nombre d'entre vous ont attendu je dirais, le fait qu'il faille télédéclarer. Donc là, vous avez jusqu'au 30 juin et il est certain qu'un certain nombre de vos confrères doivent avoir des difficultés à faire la déclaration parce que nous, on est bien placé pour le savoir. Hein. Si tous les sous-traitants de France sur le marché du CPF avaient été certifiés Calliope, on le saurait. Et on est entre nous, là, on ne dit à personne, mais entre nous, on sait très bien qu'il n'y a pas eu de vague. Donc, c'est sûr que là, il va falloir s'adapter et déclarer progressivement ces formateurs sous-traitants pour se mettre en conformité. Et là, beaucoup d'entre vous, comme je vous le dis, ont attendu. Donc, c'est une stratégie qui paye parfois. Depuis 20 ans, on le voit, hein, c'était une stratégie qui paye parfois, mais là, on arrive au bout. Voilà. Et donc, la vague, par exemple, pour Calliope, on a eu, on peut dire que certaines personnes, entre 2020, certains organismes de formation, ils ont attendu jusqu'à la fin 2021. Et là, on a eu donc un mois de décembre 2021 record. On n'avait jamais vu ça, parce que tout le monde s'est mis en conformité d'un coup. Et d'ailleurs, ils ont bénéficié de 3 mois. Ils devaient signer un contrat au 31 décembre. Ils ont bénéficié de 3 mois pour être certifiés Calliope. Ce qui fait qu'on a bien travaillé au premier semestre 2022. Et après, on avait un temps mort monstrueux de plusieurs mois. Bon. Donc ça, c'est attendre. Alors là, on est à limite, parce que jusqu'à présent, on attendait la limite fixée par le décret. Là, on est allé plus loin que le décret. On attend en quelque sorte les contrôles. Voilà. Et l'élément nouveau, il faut toujours s'habituer sur ce marché très riche de la formation à l'élément nouveau. L'élément nouveau, c'est que vous avez une obligation de télédéclaration. Ce qui est la première fois, de mon point de vue, qu'on procède de la sorte. C'est-à-dire que il y avait jusqu'à présent, oui, vous n'avez pas de déclaration. Vous ne déclarez pas les actions de formation pour dire qu'elles sont conformes. Là, vous devez télédéclarer et c'est un point sur lequel on en a discuté tout à l'heure avec Jacques au déjeuner, parce qu'on a fait un déjeuner pour se coordonner et bien préparer ce webinaire. Et Jacques va vous donner son point de vue qui est très intéressant d'ailleurs sur ce risque aujourd'hui si on ne le fait pas. Quoi, voilà. Alors après, il y a engager ses sous-traitants dans l'obtention de Calliope. C'est un point sur lequel qui est important parce que mon point de vue, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, il y avait un équilibre entre commanditaires et donneurs d'ordre, commanditaires et sous-traitants, qui reposait sur le fait que le sous-traitant en fait était dégagé de toute tâche administrative, de tout souci administratif, de tout souci financier, commercial, pour se concentrer sur la prestation. Et c'était cette espèce d'équilibre qui présidait à l'organisation de ce marché. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où le commanditaire, et ça a commencé en 2018-2019, a dû demander, exiger du sous-traitant qu'il ait un NDA, ça a coincé parce que c'était en quelque sorte une sorte de, le mot est fort, mais une sorte de trahison de ce contrat moral. C'est-à-dire que comment ça, tu me demandes une formalité administrative. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on a le même phénomène avec Calliope, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup
de nos clients, hein, qui ont des sous-traitants, qui rechignent à exiger de la part de leurs sous-traitants, et c'est bien normal, hein, je n'ai pas de jugement là-dessus, mais sont réticents à exiger de leurs sous-traitants la certification Cliopi. Et c'est là où on voit qu'il va y avoir un rééquilibre de la relation, au moins sur le marché EDOF, hein, un rééquilibre de la relation entre sous-traitants et commanditaires sur cette partie-là, du fait que le sous-traitant aujourd'hui a des obligations. Alors, les avantages, c'est qu'il y a la conformité avec EDOF, mais les avantages aussi, c'est que c'est beaucoup plus facile pour le commanditaire de maintenir sa certification Calliope. Parce qu'en fait, quand il va lister ses intervenants, bah, il va pouvoir mettre dans le dossier qu'il va présenter à l'auditeur les certificats Calliope, par exemple, de tous ses intervenants. Donc, c'est beaucoup plus facile de démontrer qu'on respecte les indicateurs Calliope avec des sous-traitants certifiés Calliope qu'avec des sous-traitants qui ne le sont pas. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage. Et l'inconvénient, c'est qu'il y a un risque de court-circuit, un engagement partiel. Alors ça, c'est la crainte, hein, c'est-à-dire que le sous-traitant dépasse le commanditaire parce qu'il devient visible, parce qu'il a une certification Calliope, parce que quelque part, là aussi, hein, je vous dis les choses telles que je les vois, et ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde, hein, ce que je raconte, mais il y a aussi quelque part aussi l'idée que le en fait, aujourd'hui, les conditions de fonctionnement du marché de la sous-traitance font que le sous-traitant est pas très bien payé, et qu'en fait, le moyen pour lui de gagner plus, c'est de prendre une clientèle en direct. Et que ça, c'est un sujet dont on ne parle pas, mais qui est un sujet, et qu'en fait, donc le commanditaire prend le risque, quelque part, en l'amenant à Calliope, que ce sous-traitant trouve son autonomie, voire son indépendance. Donc, c'est cette question-là qu'il faut traiter. Et comme ça vous appartient, ben, on va laisser Jacques commenter, et puis après, vous allez voir ce que vous pouvez faire avec ces 3 directions possibles. Merci François. Oui, une réaction comme ça un peu quelque chose qui me passe par l'esprit, c'est-à-dire, c'est un peu étrange, mais je sais que c'est une pratique, extrêmement courante, de penser qu'une relation de confiance, elle s'établit dans un rapport de domination, dans un rapport de force, officiel entre un donneur d'ordre et son sous-traitant, n'est-ce pas? Sinon, il faut acheter des chaînes et attacher vos sous-traitants à leur bureau ou je sais pas quoi. Donc, une relation de confiance, elle s'établit, heu, sur le fait qu'on va se donner mutuellement des signes qui nous rassurent en fonction de est-ce qu'on est le sous-traitant ou le donneur d'ordre. Bon, alors je ne sais pas si je peux citer Lucide comme exemple, mais vous voyez, nous, on fait 3 formations par an. On a la certification Calliope parce qu'on veut que l'ensemble de nos interlocuteurs soient rassurés sur le fait qu'on comprend leurs problématiques. Voilà. Et quand on va échanger des documents, comme vient de l'indiquer tout à fait judicieusement François, quand on est donneur d'ordre, c'est quand même plus facile de discuter avec quelqu'un qui range ses papiers de la même façon que nous. Enfin, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est clair. Mmh. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire, dans un premier temps. Donc, je sais pas, Calliope, ça me paraît un peu obligatoire. Je ne sais pas à quel autre, ah oui, François, tu as parlé de quelque chose Oui, aussi, ceux qui ont attendu, et qui aujourd'hui se trouvent dans oui, la situation des organismes de formation qui ont attendu, et qui se trouvent aujourd'hui dans la situation où il y a d'une part à déclarer une situation 2024, et d'autre part d'engager ses sous-traitants dans Calliope. oui. Alors, les textes, sont très clairs, y compris, la foire aux questions de la DGEFP sur cette question. Si du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, vous avez fait travailler des sous-traitants sur une action EDOF, un formateur ou une formatrice qui n'avait ou n'importe quel intervenant sur l'action pédagogique, qui n'avait pas de NDA ou pas Calliope, vous êtes en infraction avec la loi. Voilà. La réponse est oui, vous êtes en infraction avec la loi et donc il faut, si ce n'est pas déjà fait, vraiment tout mettre en place pour que tout ça soit au carré et éventuellement, malheureusement, décider de ne plus travailler avec certains sous-traitants s'ils ont une réticence définitive à se mettre en conformité, avec la loi.
Alors, je ne sais pas si ça répond tout à fait à ce que tu souhaitais, François. Non, mais je suis content que ce soit toi qui la donne parce que c'est pas une bonne nouvelle pour C'est pas certains. marrant, c'est pas marrant, c'est pas C'est pas marrant. marrant, c'est un fait que la stratégie de l'attentisme, bah, là, c'est vrai que c'est la première fois, hein, Ouais, qu'on a ce ouais. phénomène-là où on a, je dirais on a une étape de télédéclaration avant les contrôles et les contrôles vont avoir lieu sur la télédéclaration. Donc là, je ne mesure pas complètement, comment ça va se passer, parce que c'est une situation nouvelle. Ah, il y a des gens qui vont avoir quelques problèmes. Il faut rappeler, je ne veux pas défendre absolument les pouvoirs publics, hein, n'imaginez pas ça. Je suis un membre de nos professions, mais enfin, comme ça fait un petit moment, que je navigue dans notre secteur professionnel, je me rappelle, il y a 25 ans, l'État dire aux fédérations d'organismes de formation: «S'il vous plaît, entamez», d'ailleurs, François, tu étais déjà sur le marché Ouais, de bien la sûr. qualité. Ouais, L'État disant aux organismes de formation: «S'il vous plaît», et à l'époque, c'était: «S'il vous plaît, entamez des démarches qualité pour assurer le marché, faire en sorte que tout ça se passe bien», vous voyez? Donc là, quand François dit qu'on arrive à la fin d'une époque, je pense que c'est le cas. Moi, j'ai des appels tous les jours maintenant de clients qui me disent, «On m'a suspendu, j'ai un client, qui a voulu engager son CPF, on a annulé la commande», et cetera. Donc il faut vraiment se mettre en conformité. Puis un dernier point qu'on n'a pas encore abordé, à ce moment de notre conversation, c'est une des raisons de ces nouvelles mesures, c'est de lutter contre ce qu'on a appelé le portage Qualiopi. Vous voyez qu'il y a une invention de certains prestataires, où au fond ils vendaient, un support, alors ça, c'est vraiment, là, l'État, il veut plus du tout entendre parler de ça. Donc j'ai vu qu'il y a même des entreprises qui sont créées uniquement sur le sujet. Écoutez-moi, arrêtez tout de suite. Voilà. oui, oui, bah, là, c'est clair que ces sociétés-là, qui sont référencées sur Edov, là, la société de portage Calliope qui fait ça depuis 2 ans, en étant, référencée sur Edov, donc elle a déjà, l'organisation qu'elle a dû mettre en place pour aller capter des financements, CPF doit poser d'autres problèmes ailleurs parce que mais elle a vraiment du souci à se faire parce qu'elle par construction, elle a vendu une prestation qui consistait à tous ses clients par construction sont, enfin, tous ses sous-traitants, Oui, puisque ses clients sont ses sous-traitants, donc tous ces sous-traitants ne sont pas certifiés Calliope et ont été embauchés, du fait qu'ils n'étaient pas Calliope. Donc là, oui, toutes ces sociétés-là sont, au moins celles qui se font financer sur le CPF, sont appelées à disparaître parce que elles ont pris le contre-pied de ce qui était de l'exigence. Donc on peut dire, il y a 3 cas, hein. Il y a ceux qui ont respecté l'exigence, il y en a qui sont mis en conformité tout de suite. bien sûr. Il y a ceux qui ont attendu et il y a ceux qui ont, je dirais, comment dire, contrevenu de manière complètement lucide à l'exigence. Et bon, c'est clair que ceux-là, bon, plus les fraudeurs, mais ceux-là, c'est clair que ça passera certainement pas. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas en mesure de faire la déclaration. Ouais. Et juste peut-être un tout petit point là-dessus, si vous avez des gens dans votre entourage qui sont concernés. C'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où on va déclencher un débat contradictoire, c'est-à-dire que une des instances, la caisse des épauts, de dépôt, par exemple, va vous demander des informations complémentaires parce que il y a sinon un soupçon, au moins des questions qui se posent sur la légalité de tout ça. J'ai vu des organismes de formation qui se disaient: «C'est bon, ils nous demandent juste, 2 ou 3 informations, on va leur donner les informations, on sera tranquille». Non, 2 ans après, vous pouvez vous retrouver devant un juge à devoir rembourser toutes les sommes que vous avez encaissées, donc illégitimement via, cette plateforme, plus une amende pour le délit que vous avez commis. Donc ne comment dire? Bon, les tricheurs savent ce qu'ils font, mais si vous êtes complice d'un tricheur par, facilité, par, faiblesse de caractère, je ne sais pas comment appeler ça, mettez-vous en ordre, tout de suite. Attendre n'est plus une solution. Il faut vraiment, faire tout ce qu'il faut maintenant, vous faire certifier, obtenir votre NDA, et cetera. Mmh. On a partagé un dernier sondage sur, cette question de la stratégie, qui est disponible, hein. Je vous invite à y répondre si vous n'avez pas encore apporté votre retour.
Donc, quelle est votre stratégie par rapport au décret? Donc, les résultats sont variés, mais à la fois très proches en termes de pourcentage. Donc, arrive en tête à un niveau de 21% le fait d'imposer la certification Qualiopi aux sous-traitants sans contrepartie, puisqu'il est aussi possible de les engager dans la certification en réévaluant le coût horaire. Au même niveau, donc on a arrêté la formation, une solution assez radicale. On a l'attente qui est à 14% et au même niveau que d'arrêter de recruter des sous-traitants et passer sur du salariat. Et, heu et ensuite, on a 2 fois recruté des salariés et une autre direction qui peut être prise, mais qui est celle la plus minoritaire, c'est le fait d'arrêter les financements éligibles au CPF. Merci pour vos réponses. Donc on reprend, la présentation notamment sur, l'engagement, du sous-traitant au travers de la certification Qualiopi. Aujourd'hui, dans votre activité sous-traitance, vous avez un certain nombre de documents à demander à vos sous-traitants pour démontrer, qu'ils appliquent dans leur activité, les critères de la certification. Leur demander, de passer la certification pour préserver votre référencement et vos financements sur la plateforme EDOF, c'est, demander d'aller plus loin dans une démarche qu'ils appliquent déjà, d'autant plus qu'il y a certains, indicateurs qu'ils ne vont pas devoir renseigner puisque ce ne sont pas eux, qui vont communiquer sur l'offre de formation. Donc il y aura 29 indicateurs au lieu de 32 et donc l'organisation a déjà fait un pas dans la préparation et l'obtention de la certification. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'en fait, votre sous-traitant va pouvoir passer la certification avec votre dispositif, c'est-à-dire ce que vous avez mis en place pour répondre aux indicateurs Qualiopi, sauf les indicateurs qui, relèvent de la commercialisation de votre offre et de vos services de formation. C'est-à-dire que, on là, en fait, on permet aux sous-traitants d'avoir Qualiopi sans se mettre en position de vous concurrencer ou de travailler avec quelqu'un d'autre que vous. Donc l'avantage est notable. Mmh. Alors ça a pas été fait pour ça, ça a été fait pour dire: «Mais le législateur, hein, il a examiné la situation des sous-traitants et il a vu une situation que nous, on connaît bien, c'est-à-dire qu'en fait le certifié Qualiopi, il a un ou 2 clients et en fait, il ne cherche pas à en avoir d'autres». Et de ce fait, le Qualiopi avec les exigences qu'il a d'avoir une offre et de la communiquer, bah, ils font quelque chose d'assez fictif parce qu'en fait, ils sont OK pour communiquer, mais ils veulent pas d'autres clients, quoi, voilà. Donc là, on a une situation qui est très simplifiée parce qu'en fait, vous pouvez leur fournir le dispositif, les preuves et ils vont passer Qualiopi sur, les actions qu'ils ont faites avec vous. Donc ça, c'est un avantage notable, qui simplifie énormément, la démarche de certification et vous comprenez bien, vous, en tant que donneur d'ordre, que s'ils ne sont pas en capacité de présenter le dispositif qui vous permet de garantir votre qualité, s'ils ne sont pas capables de le faire auprès des auditeurs, ils ne sont pas capables de le faire auprès de vos clients. Et là aussi, on est entre nous, hein, entre professionnels. Vous savez ce que c'est qu'un sous-traitant et vous savez qu'il n'y a rien de pire qu'un sous-traitant qui arrive en disant, «Oui, mais moi je ne suis pas de chez eux», qui met en avant sa société, qui va chercher un avis Google pour lui et pas pour vous. On a tous ces cas-là, hein, nous on les a aussi, hein. On a 150 sous-traitants, on sait très bien comment ça se passe. On audite, vos situations. Le sous-traitant, c'est loin d'être la panacée. On a une espèce de croyance au début que ça permet d'avoir une offre, inextensible, mais non, non, c'est pas facile de manager un sous-traitant. Alors là, sur Calliope, on a simplifié et l'auditeur, ça va lui faire beaucoup de bien pour vous et pour lui, de présenter votre dispositif et de démontrer qu'il maîtrise à minima, ce dispositif, qu'il soit au moins capable de dérouler l'épreuve. Mmh. Est-ce que je peux ajouter un petit Oui, mot bien là? sûr, Ouais. En plus de tout ce que tu as dit François et qui vraiment, il faut bien entendre, tout ce qu'on vous raconte là parce que ça a des conséquences, dans votre activité, quotidienne. On a tendance à dire, qu'il faut demander à son sous-traitant de passer la certification Qualiopi.
bon, d'abord, d'un point de vue strictement, intellectuel, moi, j'aurais tendance à considérer que parce que je suis moi-même sous-traitant régulièrement, hein, et donc, Lucide essaye de s'attacher à montrer à son client, donneur d'ordre il connaît tout ça, très bien et qui va faciliter ça fait partie de la prestation. C'est-à-dire, je vais faciliter en tant que sous-traitant le job de mon donneur d'ordre, en spontanément, heu, proposant des documents, des signatures, et cetera. À contrario, le fait que vous soyez très insistant avec un sous-traitant, c'est sans doute le signe que vous devriez vous en débarrasser. Enfin, j'exagère, hein, comme d'habitude. Mais enfin, vous voyez, ça veut dire que c'est quelqu'un qui veut pas en fait, il veut bien, travailler, être payé, s'amuser à occuper des gens dans une salle pendant des journées, mais il veut pas respecter les règles du jeu, donc ça pose un problème et enfin et je terminerai là-dessus pour cette intervention, si vous demandez trop de choses à votre sous-traitant, en fait, vous êtes son employeur, hein. C'est-à-dire qu'en cas de contrôle de l'URSSAF ou de la DGEFP, on peut considérer que vous avez des exigences par rapport à votre sous-traitant qui le met dans une situation de subordination. On ne va pas se lancer sur ce grand sujet, mais c'en est un. Ah oui, il y a une remarque ou une question en ce sens tout à l'heure, c'est vous avez, en fait, si vous donnez des directives et des instructions à votre sous-traitant, et qu'il en a les preuves, donc vous lui avez demandé de faire ceci, faire cela, et cetera, il peut demander la requalification de son contrat de sous-traitant en contrat de travail. Voilà. Ouais. Et donc il y a, s'il représente aussi plus de 75, enfin si vous faites plus de 75 de son chiffre d'affaires, voilà, si vous le faites travailler, très régulièrement, il peut demander la requalification. Donc ça, c'est un risque, qui est un risque, qui n'est pas propre au monde de la formation professionnelle, mais comme le disait Jacques tout à l'heure, c'est un risque, qu'on connaît dès qu'on utilise des sous-traitants, surtout des personnes physiques, surtout aujourd'hui avec ces statuts d'auto-entrepreneur. On est dans un contexte où, vous avez une forte et une exagération, et toute une économie qui se monte sur, des prestataires freelance, qui, bah, ils sont, jeunes, et donc ils font ça pendant 5-10 ans. Puis au bout de 5-10 ans, ils se rendent compte que s'il y a la possibilité de faire ça, et là, ils demandent la requalification sur une base de 5-10 ans. Alors évidemment, il y a 5 au début, ils ne demandaient pas à être, salariés. Voilà. Mais si vous n'avez pas de preuve que vous leur avez proposé très régulièrement un contrat de travail et qu'ils l'ont refusé, eh ben, ils vont demander la requalification et ils vont l'avoir. Oui. Ça peut rapporter gros à eux et vous coûter très, très cher. Oui, tout à fait. Il y a un exemple, il y a une école de commerce connue à Paris qui faisait intervenir pendant 10 ans un intervenant de septembre à juin. Et, et au bout d'un certain temps, cette personne commençait à avoir un certain âge. Donc ils ont décidé de mettre fin à la prestation, non pas forcément qu'ils n'étaient pas contents, mais ils considéraient que, la personne n'était plus, ça les intéressait plus dans leur dispositif, et en fait, il a demandé la requalification et il l'a obtenue sur 10 ans. Donc vous imaginez ce que ça coûte, pour une entreprise de faire ça, c'est-à-dire de payer les charges sociales, le montant hors taxe, ça devient du salaire net, donc on calcule le brut dessus, charges sociales et des charges patronales dessus, et après on calcule, les congés et cetera. C'est des sommes très importantes. Tout à fait. Bon, on va reprendre sur la présentation. Donc il y a aussi une facilitation qui est apportée, cette fois-ci par ICPF uniquement sur l'engagement, du sous-traitant dans la démarche de certification, puisqu'il y a des organismes donneurs d'ordre qui, ne managent pas seulement un ou 2 sous-traitants. Il y a des, équipes qui sont, sur des dizaines, voire même plus, de sous-traitants qui ont un besoin, de pouvoir maîtriser, cette dimension qualité. Donc c'est une préoccupation que peut rencontrer un directeur, référent qualité dans le cadre de l'activité. C'est une question qui peut être posée aussi sur comment faciliter l'engagement d'un sous-traitant, de plusieurs sous-traitants même dans cette démarche, et c'est une question qui arrive déjà sur l'obtention de la certification, mais aussi sur le maintien, puisque l'objectif n'est pas, seulement d'arriver à l'obtention, mais bien que, le certificat soit toujours valide, sur une période, plus large. Par rapport à ça, ICPF a, développé une nouvelle offre, qui est le Pass Group sur la plateforme Noé.
Donc le pass groupe correspond, à cette situation que rencontrent, les référents ou directeurs qualité dans le cadre d'une activité de formation et qui permet de répondre à ce besoin de gestion de manière centralisée d'un ensemble de sous-traitants. Pour les avantages de cette, offre qui a été ajoutée sur la plateforme, c'est, la possibilité d'avoir une seule facture qui va gérer l'activité, de l'ensemble des sous-traitants, de pouvoir intégrer des options qui vont être comprises dans ce package, avec notamment le fait de pouvoir planifier en urgence un audit, le fait de pouvoir déplacer la date d'audit, puisqu'on s'est aperçu que voilà, le référent qualité n'était pas finalement disponible pour assister, le jour J. Les frais de déplacement qui vont être compris aussi, la possibilité de pouvoir émettre un certificat en urgence ou de modifier les données d'un certificat après son émission. Alors, on va voir un peu plus dans le détail comment cette offre va s'articuler pour un donneur d'ordre qui souhaite l'ajouter au travers de sa démarche de certification. Donc, ça commence par une demande. Le donneur d'ordre va avoir la possibilité de renseigner un ensemble de NDA dans un formulaire de demande pour pouvoir indiquer le nombre de sous-traitants qui souhaitent engager au travers de ce passe groupe et au fur et à mesure, compléter cette équipe qui va constituer sur son compte. Donc pour cela, il faut sélectionner le pass, dans les options qui vont être proposées dans le formulaire de demande. Donc un formulaire de demande peut être complété dans le cadre de la planification d'un audit, soit un audit initial, soit un audit d'extension, de surveillance ou de renouvellement pour, ajouter toutes les entités à rassembler dans ce groupe. Donc vous, en tant que donneur d'ordre, vous serez le chef de groupe et vous pourrez ensuite avoir un accès, au compte de vos sous-traitants. L'activer, cela passe par, la validation de la proposition, puis, la contractualisation. Une fois que ces passes sont activés, enfin que ce pass est activé, vos sous-traitants auront la possibilité, d'être ajoutés à votre entité et d'avoir une préparation de l'audit sur laquelle vous pourrez avoir une vue, c'est-à-dire, de savoir quels sont les éléments de preuve qui vont être, renseignés par vos sous-traitants. Vous pourrez vous-même, déposer vos éléments de preuve pour qu'ils puissent les utiliser dans le cadre de l'audit et voir si ils sont apparemment à jour dans la préparation de l'audit à venir. Donc sur cet espace de préparation, il y a une sauvegarde automatique, la possibilité de partager les éléments de preuve avec plusieurs comptes et donc surtout le fait de voir l'évolution avant l'audit initial ou surveillance ou renouvellement. Une fois que la préparation est faite, donc là, il s'agit de réussir l'audit, un audit auquel vous pourrez assister en tant que référent qualité, heu, auprès de vos sous-traitants. Donc vous aurez une vue, à votre tour sur le rapport provisoire, qui va être, rédigé par l'auditeur, donc voir quelles sont les non-conformités, s'il y en a, qui ont été constatées et surtout, à la suite de l'audit, avoir la possibilité de, renseigner, des éléments qui vont apporter des preuves pour lever ces non-conformités. À la suite de l'audit, vous atteignez donc, enfin vous leur permettez d'atteindre cette étape qui va garantir la conformité de votre activité, c'est l'obtention du certificat. Un certificat sur lequel vous aurez donc la vue, en termes de validité, s'il est en cours, suspendu ou retiré et un certificat que vous pourrez aussi télécharger pour, le renseigner, en cas de besoin. Une fois que le certificat est obtenu, vous avez une liste, d'entités que vous retrouvez depuis votre espace, Noé, qui va correspondre à ces, membres qui font partie de votre, pass groupe. Donc tous les sous-traitants qui vont faire partie de ce pass et voir les dates de certification, et les dates d'audit à prévoir pour assurer le maintien. Par rapport à cette démarche, François, donc qu'elle soit initiale pour un sous-traitant ou à l'échelle d'un pass groupe en tant que donneur d'ordre, combien coûte, cette obtention et maintien de certification? Alors, on a, le budget, c'est de l'ordre de c'est le budget, avant la certification, c'est un budget de certification, Qualiopi, normal, hein, comme tout le monde. Donc vous avez, 1 190 €.
qui comprennent la journée d'audit et les frais techniques. Bon, vous avez des options, quand il y a des urgences, qui sont bon, l'élaboration, la planification urgente ou le l'allocation d'une salle, le déplacement. Et vous avez après la certification, le système du PASS qui fait que vous allez pas payer une somme fixe tous les ans qui va financer les audits et le renouvellement, heu et qui va pas financer en revanche, ce que vous aurez à payer en plus, c'est les frais de déplacement, heu, qui, auront lieu à l'audit de renouvellement. Donc ça, 1 190 et après 523 €. Si on prend le pass groupe, est-ce que c'est le slide suivant ou je le fais comme ça? Ouais, tout est sur celui-ci. Je l'ai Tout est présenté. là-dessus. Alors si vous prenez le pass groupe, c'est plus coûteux, mais le pass groupe, lui, permet de traiter, heu, le, la situation du commanditaire qui doit, amener, et accompagner ses sous-traitants dans la certification Calliope. Et donc là, le pass groupe vous permet, si vous avez 20, 30, 200 certifiés, 200 sous-traitants, de les accompagner dans la certification, de pouvoir les aider, de pouvoir les conseiller, puisque c'est vous qui, c'est en tant que référent qualité du donneur d'ordre, c'est vous qui avez les preuves, et c'est vous qui allez pouvoir les conseiller pour qu'ils obtiennent et maintiennent la certification. Alors on approche, enfin on est à la conclusion maintenant. On a pris un peu plus de temps que prévu, ce qu'il est déjà 15h30. Merci à vous d'être, restés, déjà jusqu'à maintenant. Vous êtes, encore plus de 80 présents. Donc en conclusion, François, comment peut-on, résumer la situation sur la sous-traitance? Alors, premier, comment dire, 1 point de conclusion, c'est que ce décret et la problématique, alors maintenant c'est plus tellement la problématique du décret, mais c'est la problématique de l'application du décret, c'est le donneur d'ordre qui est impacté et qui a un risque d'effarement qui va impacter soit la rentabilité, c'est-à-dire que ça coupe un business de flux. Donc c'est, nous on a un client qui a été suspendu, c'est 15 000 € par jour qu'il payait, qu'il perdait, voilà, ça coupe un business de flux ou ça impacte la notoriété. C'est-à-dire que vous êtes en train d'arriver sur Head Off et d'un seul coup vous en sortez. Voilà, votre offre est plus référencée. Ensuite, c'est à vous, commanditaire, heu, de, d'avoir une exigence vis-à-vis, du sous-traitant. C'est-à-dire que, heu, c'est à vous de mettre en place un dispositif qui fait en sorte que le sous-traitant soit conforme. Et là-dessus, le législateur a reprécisé, ce fait-là, parce que ça existait déjà dans la loi, hein, mais il a tenu à le repréciser. Enfin, la campagne de contrôle par la déclaration commence par la déclaration. C'est un élément nouveau, c'est une situation nouvelle. Vous voyez cette situation nouvelle, nous y faisons face, tous ensemble. Et c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit jusqu'à présent. Donc on n'a pas d'exemple où, je dirais, c'est au moment il y a eu une télédéclaration et après on regarde. Donc c'est là où, cet élément nouveau, il faut voir effectivement comment ça va se passer parce qu'on ne sait pas comment, l'État va enfin la Caisse des dépôts va réagir quand elle va découvrir que certains sous-traitants ne sont pas déclarés, parce qu'ils ne sont pas déclarables. Donc comment ça va se passer? Ça, on ne le sait pas. Et quelles vont être, la mise en œuvre des sanctions? On ne le sait pas non plus. Voilà. Alors pour les personnes qui auraient un projet de certification en tant que donneur d'ordre ou sous-traitant, notre équipe d'assistants à la certification est disponible, avec les coordonnées suivantes, également la possibilité de programmer un rendez-vous avec, l'un d'entre eux. Donc, Ania, Christophe, ou Maria sont disponibles au 01 82 83 56 40 ou via le lien qui vous a été partagé en bas à gauche. On est maintenant arrivé à la phase de questions-réponses. Alors, étant donné qu'on a déjà dépassé le temps, on va en prendre quelques-unes, mais pas toutes. Sinon, je pense qu'on aura de quoi durer jusqu'à 17h, peut-être même plus. Alors, quelques rappels avant de passer aux questions. Vous allez recevoir à la fin de la présentation, donc d'ici quelques minutes, un email qui contiendra un questionnaire à compléter. Ce questionnaire, une fois complété, vous donnera accès à deux liens. Le premier correspond à la présentation au format PDF sur lequel on va apporter la modification sur le calcul et le deuxième lien concerne la rediffusion du replay qui va
nécessiter quelques minutes de chargement, mais vous pourrez retrouver le contenu, en haute définition, depuis ce lien. Alors on va, repasser aux questions. Une question de Samira: existe-t-il un contrat type pour la sous-traitance, entre OF et sous-traitant? Alors si je vais répondre à cette question. Oui, vas-y, vas-y. En fait, sur tous les sites, les documents qui émanent des pouvoirs publics, vous avez la liste de ce que doit contenir, le contrat de sous-traitance et je pense que enfin, j'en suis sûr même, notamment au niveau de la foire aux questions de la DGEFP, mais c'est écrit partout, hein. Vous avez la liste, y compris, dans l'article du code du travail. Enfin, c'est pas possible que vous sachiez pas ce qu'il faut mettre dans ce contrat, c'est Mmh. écrit partout. Ouais, et nous, on vous l'a aussi présenté. Alors, vous pourrez le retrouver dans le support. Il y a 6 modalités, à préciser, Voilà, Oui, pour le contrat. j'ajoute, que vous avez enfin, pour moi, il y a deux points de repère par rapport au contrat. Un, le contrat doit être adapté à la manière dont vous voulez que l'activité se déroule. Donc si vous prévoyez une activité, avec, 20-30 sous-traitants, le recours à un avocat me paraît indispensable tout à et fait. il faut faire un contrat pour vous. Dans cette ligne de réflexion, prévoyez aussi, imaginez tout ce que vous voulez que votre sous-traitant ne fasse pas, débaucher vos salariés, débaucher les salariés de vos clients, solliciter commercialement vos clients, comment dire, communiquer les données confidentielles qu'elles auront obtenues sur vos clients, sur les réseaux sociaux, par exemple. Vous voyez, lister aujourd'hui, tout ce que vous voulez que votre sous-traitant ne fasse pas, tout ce que vous voulez qu'il fasse, et ensuite, voyez un avocat et faites en sorte que ce soit dans le contrat. Là, nous, on a, par rapport à la certification pro, on a des plaintes parfois vis-à-vis de formateurs et alors nous, par exemple, sur la certification pro, vous voyez, on demande la non-concurrence, oui, c'est ça, la non-concurrence, la confidentialité, vous voyez, la charte déontologique sur laquelle s'engage le formateur et c'est clair que ça, mettez-le dans le contrat si vous voulez éviter ces déconvenues. Ouais. Juste un mot parce que je sais qu'on n'a Vas-y, pas de vas-y. temps. Heu heu, François vient de vous parler de consulter un avocat. Je veux dire, quand on dirige une activité de formation, on est un chef d'entreprise d'une taille plus ou moins importante et donc on est responsable des aspects juridiques, administratifs, commerciaux, et cetera et donc c'est important si vous n'avez pas, des compétences en droit, de vous associer les compétences de quelqu'un. On est dans un état de droit, n'est-ce pas? On ne peut pas, décider par sa bonne volonté et sa grande intelligence, sa façon de réfléchir, de ce qu'il faudrait faire pour respecter le droit. C'est écrit dans des Mmh. textes et Ce de la même manière d'ailleurs, pardon, je termine juste en une phrase, hem, tout ce que je vous dis, moi je ne suis pas avocat, et donc, les réponses officielles sont dans les documents officiels ou auprès d'un avocat, compétent pour vous répondre. Alors une interrogation sur le calcul, qui est revenu après la présentation. Donc pour la question de Marine: pour la déclaration de sous-traitance, faut-il diviser le tarif de la formation par le nombre d'heures ou par le prix du sous-traitant? Alors c'est par, Alors, oui, vas-y. ouais, en fait, il faut additionner le chiffre d'affaires que vous avez réalisé sur mon compte formation. Donc vous additionnez le montant des contrats que vous avez passés via la plateforme. Ça vous donne un chiffre d'affaires global. Ensuite, vous additionnez toutes les heures que vous avez confiées à des sous-traitants, quel que soit le contrat, à condition qu'il soit passé sur la plateforme, et vous divisez l'un par l'autre pour savoir combien vaut votre heure de formation et combien vous avez sous-traité, sans vous occuper de ce que vous avez versé aux sous-traitants, n'est-ce pas? On parle bien, enfin, je ne sais pas s'il faut le redire, je pense que c'était assez clair. Le chiffre d'affaires global qu'on divise par le nombre d'heures global, total, qu'on a confié à tous les sous-traitants et du coup, on sait quel pourcentage vous avez confié à des sous-traitants. Donc je répète que c'est dans la foire aux questions, puisque c'est une question qui est beaucoup posée en ce moment. Vous allez voir, quand on se lance là-dedans, il y a plein de choses qui paraissent évidentes qui deviennent compliquées. Heu
vous pouvez confier 100 d'une formation à un sous-traitant, à condition qu'au global, vous avez 20 d'activité de formation. Alors, je suis en train de faire défiler les questions. Il y a une partie qui ont été Est-ce que je ne sais traitées. pas si on a dit qu'on parlait pour la déclaration de cette année, on parle des contrats de sous-traitance qui ont été signés depuis le 1er avril, bien sûr, hein. On ne peut pas vous demander, d'être conforme avant que la loi, soit, Oui, bien sûr, été oui, c'est votée, 1er hein. avril 2024, oui. Voilà, comme j'ai Mmh. vu que la question se posait, voilà Ah, et une question vas-y. de Céline, qui demande si un formateur non auto-entrepreneur, qui intervient sur une partie d'un bloc de compétences doit être est concerné par la certification Qualiopi. C'est une question que j'ai vue à Alors, 2-3 il reprises. est concerné par la qualification Qualiopi. Par contre, si il n'est pas sous-traitant sur la totalité du bloc de compétences ou sur la totalité d'une certification RS, il n'est pas concerné par l'habilitation à former et à certifier. Mais pour tout le reste, il est concerné. Mmh, OK. EDOF va enfin, j'ai vu, passer là sur les sites, de la Caisse des dépôts, enfin je ne me rappelle plus lequel, mais un site officiel, que c'est une chose un peu étonnante, pour un Français moyen, mais il va y avoir des listes de déréférencés sur le site de France compétences ou la Caisse des dépôts. Bah, ça faisait justement partie des questions, là, je ne l'avais pas sous les yeux, mais une personne demandait comment savoir si un sous-traitant a déjà été déréférencé de EDOF? Alors déjà, il va nous faire une déclaration sur l'honneur parce que c'est un partenaire, Mmh. donc il va se faire un plaisir de nous assurer, que ça n'est pas le cas et si ça se passe comme déclaré, puisque maintenant ces listes n'existent pas, mais j'ai vu qu'elles étaient, décidées, on devrait avoir des listes de déréférencés de la même manière qu'on peut vérifier si notre sous-traitant est certifié Qualiopi, quoi. OK. Et il y a un autre élément qu'on n'a pas détaillé, c'est concernant la sous-traitance, à l'étranger ou faite Ah oui, par des, très bien. sous-traitants, venant de l'étranger. Qu'est-ce qu'il en est, aujourd'hui? Comment, est-ce qu'on doit imposer la certification? Comment ça se passe? Alors, à partir du moment où une formation passe par la plateforme, vous devez demander à vos sous-traitants que ce soit le droit français qui s'applique. S'ils veulent pas que le droit français s'applique, vous ne pouvez pas travailler avec eux. Donc c'est le droit français qui s'applique. Donc maintenant, puisque le droit français s'applique, quelqu'un qui veut faire de la formation en France et dont l'entreprise ou la résidence est située à l'étranger, il doit avoir un bureau en France, hein. C'est-à-dire il faut un représentant légal en France. Comme c'est un représentant légal en France, il devient, je ne rentre pas dans les détails, juridiques, il devient de fait un organisme de formation qui va faire de la formation. Il doit donc demander son numéro de déclaration d'activité, obtenir la certification, Qualiopi, comme n'importe quel autre, organisme de formation. Le détail important, il me semble, c'est qu'au moment de la contractualisation, y compris pour les séjours linguistiques en immersion, n'est-ce pas? Hein? Si vous envoyez des clients dans un pays, hors de France, et que cette formation, elle transite via mon compte, formation ou le CPF, vous devez mettre en place un dispositif où c'est le droit français qui s'applique et votre sous-traitant doit avoir un bureau. Un bureau, ça veut dire, on peut demander à n'importe qui d'être le bureau, enfin, aux engagements juridiques près, mais donc quelqu'un en France va déclarer au moins son adresse perso, au moins ou sinon un bureau, éventuellement et il se verra appliquer les conditions d'un organisme, français. Est-ce que Merci ça Jacques, répond? Ah oui, oui, très bien. ça répond à la question. Alors on a dépassé de 15 minutes, je vous propose qu'on mette un terme, à la présentation maintenant. Merci aux personnes d'être restées jusqu'à la fin, pour, vos questions qui, nous ont permis d'avoir un engagement de votre part et aussi d'aborder des questions, qui, n'auraient peut-être pas été, proposées, en amont. Merci à Jacques aussi pour ta présence, tu Avec nous as plaisir. apporté, ton expertise sur, ce sujet de la sous-traitance. Vous savez où me Également un trouver si vous voulez que je prenne vos sous pour vous aider, hein. et merci aussi à François, pour, la qualité de ton intervention. Jacques, est-ce que tu souhaites ajouter, un mot avant la fin de ce webinaire?
Non, enfin oui, je veux vous remercier de m'avoir invité à cette, conversation en direct avec des gens qui ont assisté à ce webinaire et dire un dernier mot sur le fait que s'occuper de qualité et de toutes ces histoires, heu, je veux dire, si ça vous fait pas gagner plus d'argent, c'est qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris, donc appelez l'ICPF ou un consultant pour vous expliquer comment, heu, réussir avec tout ça, quoi. Parce que c'est vraiment des outils de réussite, c'est pas que des contraintes administratives. Merci Jacques et François, un mot avant la fin de la diffusion. Merci à vous tous. Merci à Jacques pour son application. Merci à toi, Thomas, et à Paul qui était aux manettes. Et merci à vous pour votre participation active à ce webinaire qui, bah, écoutez, on s'en est bien tiré et j'espère qu'on va continuer dans la voie de la qualité de la formation. Yes. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.